La pluie frappait les vitres de la chambre lorsque Daniel Clark prit pour la dernière fois la main froide de sa femme. Elena respirait difficilement, les lèvres pâles tremblantes, tandis qu'elle tentait de dire quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Le moniteur cardiaque émettait des bips de plus en plus espacés. À côté d'elle, dans l'incubatrice transparente, un bébé minuscule pleurait de toutes ses forces. Ses poumons fonctionnaient parfaitement, mais ses jambes restaient inertes, sans aucun mouvement. Daniel. La voix d'Elena était un chuchotement rauque. Promets. Promets que tu vas découvrir. Elle ne termina jamais la phrase. Ses yeux se fermèrent. Le moniteur émit un son continu et aigu qui déchira le cœur de Daniel comme une lame rouillée. Les médecins entrèrent en courant, mais ils savaient déjà. Elena était partie en emportant avec elle un secret qu'il n'avait même pas imaginé exister. 8 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit. 8 ans pendant lesquels Daniel Clark avait transformé sa demeure de 17 pièces en une prison silencieuse. L'entreprise qu'il avait créée de toutes pièces, la fortune estimée à 400 millions de dollars, les voitures importées dans le garage, tout cela n'avait plus d'importance. Son fils ne savait pas marcher. Les meilleurs médecins du pays examinèrent l'enfant et en arrivaient toujours à la même conclusion dévastatrice. Paralysie cérébrale d'origine inconnue, sans cure, sans espoir. Le garçon s'appelait Thomas. Il avait les cheveux châtains comme ceux de sa mère et les yeux gris du père. Il était intelligent, parlait 3 langues, adorait l'astronomie et la robotique. Mais il passait ses journées dans un fauteuil roulant électrique, parcourant les couloirs vides de cette immense maison, tandis que Daniel travaillait enfermé dans son bureau, incapable de regarder son fils sans ressentir une culpabilité qui le rongeait de l'intérieur. La gouvernante qui s'occupait de Thomas s'appelait Rosa Martinez. Elle travaillait dans la maison depuis 12 ans, depuis avant la grossesse d'Elena. C'était une femme de 50 ans, petite et rondelette, aux mains calleuses de tant de travail et au sourire qui persistait même dans les jours les plus sombres. Rosa avait une fille. Une fillette de 9 ans nommée Lily. Lily était différente. Elle ne regardait pas les gens dans les yeux. Elle passait des heures à ranger des pierres par taille et par couleur. Elle parlait peu, et quand elle parlait, c'était en phrases courtes et directes. Les médecins avaient dit à Rosa que la fillette se situait dans le spectre autistique. Rosa se moquait des étiquettes. Pour elle, Lily n'était que sa fille, unique, spéciale, parfaite telle qu'elle était. Toutes deux habitaient une petite maison à l'arrière de la propriété, une construction en briques blanches avec un jardin où Rosa cultivait des tomates et du basilic. Daniel permettait à Lily de jouer dans les jardins de la demeure pendant que Rosa travaillait. La fillette adorait la vaste pelouse, les vieux arbres, le bassin artificiel avec des carpes dorées. Mais son endroit préféré était le jardin arrière, où Elena avait l'habitude de planter des roses blanches. C'est dans ce jardin que Lily découvrit quelque chose que personne n'aurait dû trouver. C'était un après-midi d'octobre quand cela arriva. Thomas était sur la terrasse dans son fauteuil, observant le ciel à travers un télescope. Rosa préparait le dîner dans la cuisine. Daniel participait à une visioconférence dans son bureau. Lily était seule dans le jardin des roses, accroupie près d'un parterre où s'accumulaient les fleurs fanées. La fillette avait une habitude singulière. Elle creusait de petits trous dans la terre et les mesurait avec une règle, notant les chiffres dans un cahier usé. Personne ne comprenait pourquoi. Rosa avait appris à ne pas remettre en question les manies de sa fille. Mais ce jour-là, en creusant près de la plus grande roseraie, la pelle jouet de Lily heurta quelque chose de solide. Elle nettoya la terre avec ses mains. C'était une boîte en métal. Petite, rouillée, fermée par un cadenas que le temps avait corrodé. Lily secoua la boîte près de son oreille. Quelque chose glissait à l'intérieur. Elle ne sentit pas de curiosité. Lily ressentait rarement de la curiosité pour des choses qui ne suivaient pas des schémas logiques. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette boîte. Elle avait été enterrée exactement à 17 cm de profondeur. Le même nombre qui apparaissait dans tous les autres trous que Lily avait creusés dans ce jardin ces dernières semaines. 17. Toujours 17. La fillette porta la boîte à l'intérieur et la posa sur la table de la cuisine. Rosa coupait des oignons quand elle remarqua la boîte couverte de terre. « Lily, chérie, où as-tu trouvé ça ?»« 17 cm, répondit Lily, sans lever les yeux de la boîte. « Comme les autres. » Rosa fronça les sourcils. Prend une lame et força le cadenas jusqu'à ce qu'il se casse. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier épais, jaunie par le temps. Les mains de Rosa tremblèrent quand elle reconnut l'écriture délicate sur le devant de l'enveloppe. Pour Daniel. Quand la vérité sera nécessaire. C'était l'écriture d'Elena. Rosa regarda sa fille, qui avait déjà ramené son attention sur son cahier de notes. La femme savait qu'elle devait apporter cette enveloppe immédiatement à Daniel. Mais quelque chose la poussa à l'ouvrir d'abord. Peut-être un instinct maternel. Peut-être le fait d'avoir aimé Elena comme une sœur.
Peut-être tout simplement le destin. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 3 pages écrites à la main. Rosa commença à lire, et le monde autour d'elle sembla s'effondrer. « Daniel, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu. Cela signifie qu'ils ont gagné. Je dois que tu saches la vérité sur ce qui m'arrive, sur le bébé, surtout. On m'empoisonne. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas le stress de la grossesse. C'est réel. » Rosa dut s'asseoir. Ses jambes ne la tenaient plus. J'ai commencé à me douter il y a 3 mois. Les vertiges, les nausées au-delà de la normale, les douleurs musculaires que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Puis j'ai trouvé le flacon. Il était caché dans le placard de ma salle de bain, derrière les serviettes. Chlorhydrate de succinylcholine. J'ai cherché sur Internet. C'est un relaxant musculaire utilisé en chirurgie. À petite dose répétée, il provoque une faiblesse progressive, rend la respiration difficile, peut affecter le fœtus. Rosa se couvrit la bouche de la main. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne peux pas aller à la police. Je n'ai pas suffisamment de preuves. Et si je me trompais? Si c'était vraiment la grossesse qui me rendait comme ça? Mais je sais que je ne me trompe pas, Daniel. Mon corps me dit que quelque chose ne va terriblement pas. Alors j'écris tout. Chaque symptôme, chaque suspicion. Et j'enterre cette lettre dans le jardin où tu m'as demandé en mariage. Parce que si quelque chose m'arrive, j'ai besoin que tu saches. J'ai besoin que tu protèges notre enfant. La lettre continuait sur 2 pages de plus. Elena détaillait chaque épisode étrange. Les vitamines qui avaient un goût amer, la tisane que l'infirmière particulière insistait pour qu'elle prenne, les moments où elle se réveillait confuse sans se souvenir de s'être endormie. Et puis, sur la dernière page, elle écrivit les noms. Je ne veux pas y croire. Mais je dois l'écrire. L'infirmière, Rebecca Winter, est toujours près de moi quand je me sens pire. Et il y a quelque chose dans ses yeux quand elle te regarde, Daniel. Quelque chose qui me fait peur. Et le médecin, le docteur Harrison Cole. Il insiste pour des examens qui semblent inutiles, des médicaments qui me rendent plus faible. Il parle à voix basse quand il pense que je n'écoute pas. Il faut enquêter sur les 2. Pour moi. Pour notre bébé. S'il te plaît. Rosa laissa les pages tomber sur la table. Son esprit travaillait rapidement, reliant des souvenirs qu'elle avait oubliés. Rebecca Winter. L'infirmière privée qu'Elena avait engagée au 5e mois de grossesse. Une femme élégante, d'une 40aine d'années, toujours impeccablement vêtue. Elle avait disparu peu après la mort d'Elena. Rosa se souvenait que Daniel avait mentionné qu'elle avait démissionné de manière inattendue et avait déménagé dans un autre état. Et le docteur Harrison Cole. Le médecin particulier de la famille. Il continuait de rendre visite à Thomas 1 fois par mois pour des examens de routine. C'était lui qui répétait toujours le même diagnostic sombre. Rien ne peut être fait. Lily leva les yeux de son cahier et regarda sa mère. « Maman pleure », dit la fillette, constatant un fait. « Je pleure, chérie. » Rosa essuya les larmes du revers de la main. Parfois on pleure quand on découvre des choses importantes. La boîte est importante. Très importante. Rosa remit la lettre dans l'enveloppe. Ses mains tremblaient encore. Elle devait montrer cela à Daniel. Mais c'était un samedi soir, et il avait verrouillé la porte de son bureau comme à son habitude le week-end, noyant sa tristesse dans le travail et le whisky. Elle attendrait jusqu'au lendemain matin. Mais le destin avait d'autres plans. Cette nuit-là, vers 11 heures, Lily se réveilla. Elle souffrait souvent d'insomnie et errait dans la maisonnette à l'arrière, réorganisant ses affaires ou dessinant des motifs géométriques. Rosa y était habituée. Mais lorsqu'elle descendit pour vérifier sa fille, elle trouva la maison vide. La panique fut immédiate et glaciale. Rosa courut dehors en appelant le nom de sa fille. La propriété était immense, pleine d'endroits dangereux, le bassin, la piscine, la serre avec des outils tranchants. Elle appela la sécurité. 2 gardes commencèrent la recherche avec des lampes torchées. C'est Daniel qui trouva Lily. Il était dans son bureau quand il entendit des voix affolées dehors. Il ouvrit la fenêtre et vit les faisceaux de lumière percer l'obscurité. Il descendit immédiatement. Rosa était pieds nus sur la pelouse, criant le nom de sa fille. « Que s'est-il passé » demanda Daniel. « Lily a disparu. Elle est sortie de la maison et je ne sais pas où elle est. » Daniel ne réfléchit pas à 2 fois. Il prit une lampe torche et courut vers le jardin arrière. Quelque chose l'attirait là-bas. Et c'est là qu'il la trouva. Lily était accroupie dans le parterre de roses, au même endroit où elle avait creusé le matin. Mais maintenant elle creusait avec les mains, jetant de la terre partout, murmurant des chiffres. 17, 17, 17. Daniel s'approcha lentement. Il savait que la fillette n'aimait pas être touchée sans prévenir.
Lily, appela-t-il doucement. Tout va bien. Ta mère te cherche. La fillette ne cessa pas de creuser. Il y en a d'autres, dit-elle. Toujours en groupe. 17 centimètres. Toujours. Daniel éclaira le trou qu'elle creusait. Et il vit. Une autre boîte en métal. Identique à la première. Rosa arriva en courant, suivie des agents de sécurité. Elle serra sa fille dans ses bras, qui se plaignit du contact, mais ne résista pas. Elle en a trouvé une autre, dit Daniel en pointant le trou. Rosa devint pâle. Elle regarda le veuf de sa patronne et prit une décision. Monsieur Clark, il faut qu'on parle. Maintenant. 20 minutes plus tard, Daniel était assis dans la cuisine de Rosa, lisant la lettre d'Elena pour la 3e fois. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le papier. Rosa préparait un thé que aucun des deux ne boirait. La seconde boîte contenait d'autres lettres. 5 au total. Chacune plus troublante que la précédente. Elena avait tout documenté, date, heure, symptômes. Elle en était venue à prélever des échantillons de sa propre urine dans des flacons cachés, espérant un jour pouvoir les analyser. Elle mentionnait des conversations qu'elle avait surpris par hasard, des regards échangés entre Rebecca et le docteur Cole, un appel téléphonique étrange où l'infirmière disait « Il faut que ce soit graduel, personne ne doit se douter de rien ». La dernière lettre avait été écrite 3 jours avant qu'Elena n'entre en travail prématuré. Son écriture était tremblante, presque illisible. « Je deviens trop faible. Je peux à peine tenir la plume. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'alerter Daniel hier, mais Rebecca était toujours à côté. J'ai commencé à prendre du charbon activé en cachette, espérant neutraliser le poison. Je ne sais pas si cela fonctionnera. Je sais seulement que je dois protéger mon bébé. Si quelque chose m'arrive, Daniel, s'il te plaît, ne les laisse pas gagner. Ne laisse pas notre fils payer pour quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Découvre la vérité. Fais justice. Pour moi. Pour Thomas. Pour nous. » Daniel laissa tomber la lettre. Son visage était blême, les yeux rouges. Il se leva brusquement, renversant la chaise. 8 ans, murmura-t-il. 8 ans où je pensais que c'était une complication naturelle de l'accouchement. 8 ans à blâmer le destin, la génétique, Dieu. Sa voix monta, chargée d'une colère qu'il ne savait pas qu'il possédait encore. Ils ont tué ma femme. Ils ont détruit mon fils. Et moi, je ne savais rien. Rosa s'approcha, mais garda ses distances. Que vas-tu faire? Daniel la regarda. Pour la première fois en 8 ans, il y avait autre chose que de la tristesse dans ses yeux. Il y avait de la détermination. Il y avait de la fureur. Il y avait un but. Je vais détruire ceux qui ont fait ça à ma famille. Mais d'abord, il me faut des preuves. Il me faut être sûr. Il regarda par la fenêtre de la cuisine, en direction de la demeure où son fils dormait, inconscient que toute sa vie avait été volée avant même de commencer. Si vous suivez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite montrera jusqu'où un père est prêt à aller pour rendre justice. Daniel Clark ne savait pas encore que cette nuit marquait la fin de 8 ans de passivité, et le début d'une guerre silencieuse contre des ennemis qui se croyaient intouchables. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le bureau avec les lettres d'Elena éparpillées sur la table en acajou, relisant chaque mot jusqu'à les mémoriser. La colère qu'il ressentait était froide, calculée. Il n'était pas homme à agir impulsivement. Il n'avait pas bâti un empire en se laissant guider par les émotions. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. À 6 heures du matin, il prit le téléphone et appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. On répondit au 3e bip. Bureau d'enquête privé Dawson. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de parler à James Dawson. Dites-lui que c'est Daniel Clark. Il y eut une pause. Puis une voix grave des rauques prit la ligne. Clark. Ça fait longtemps. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai besoin de vous. Aujourd'hui. C'est urgent. Ça doit l'être. Vous n'appelez jamais à moins que ce ne soit important. Daniel donna l'adresse. James arriva 2 heures plus tard, au volant d'une berline noire délavée. C'était un homme dans la soixantaine, maigre comme une branche sèche, aux yeux qui semblaient capables de lire les âmes. Ancien policier, ancien militaire, il travaillait désormais seulement pour des clients pouvant payer ses honoraires exorbitants. Daniel le reçut dans le bureau et lui remit les lettres. « Je veux que vous trouviez tout sur ces 2 personnes, Rebecca Winter et le docteur Harrison Cole. Où ils se trouvent, ce qu'ils font, avec qui ils parlent, combien d'argent ils ont sur leur compte. Je veux savoir s'ils mangent des céréales au petit déjeuner. » Compris? James lut les lettres en silence. Son visage ne trahit aucune émotion. « C'est sérieux.
Si ce qui est écrit ici est vrai, nous parlons d'homicide prémédité. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que je vous ai appelé. J'ai besoin de preuves avant d'aller à la police. Ça va coûter cher. Et ça prendra du temps. L'argent n'est pas un problème. Quant au temps, vous avez 2 semaines. James siffla entre ses dents. 2 semaines pour enquêter sur un possible assassinat il y a 8 ans? Vous ne demandez pas peu. Vous êtes le meilleur. C'est pour ça que je paie le triple de ce que ça vaut. James rangea les lettres dans une chemise. Il me faudra tout ce que vous avez, dossiers médicaux, registres de visite, reçus, tout ce qui date de l'époque où votre femme était encore en vie. Et accès au Dr Cole, s'il consulte toujours ici. Il vient examiner mon fils dans 3 jours. Parfait. J'installerai du matériel d'écoute dans le cabinet. Laissez-moi la charge. Après le départ de James, Daniel monta jusqu'à la chambre de Thomas. Le garçon dormait encore, emmailloté dans les draps, les cheveux châtains en bataille sur l'oreiller. Daniel s'assit au bord du lit et se contenta d'observer. 8 ans à regarder ce visage et à se sentir rongé par la culpabilité. 8 ans à penser que c'était une défaillance génétique, un mauvais coup du sort, le destin cruel. À présent, il savait que ce n'était rien de tout ça. Quelqu'un avait fait cela délibérément. Quelqu'un avait volé à son fils la capacité de marcher, de courir, de vivre pleinement. Et cette personne paierait. Thomas ouvrit les yeux. Papa. Bonjour, champion. Tu ne te lèves jamais tôt le dimanche. Daniel sourit, mais ce fut un sourire triste. Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose d'important commence. Le garçon s'étira. Ses bras fonctionnaient parfaitement. C'était cruel. De la taille au haut, Thomas était sain, fort pour son âge. Mais ses jambes étaient du poids mort. Papa, je peux te poser une question? Bien sûr. Maman, quand elle est morte, c'était rapide. La question frappa Daniel comme un coup de poing. Il ne parlait jamais d'Elena avec son fils. Ça faisait trop mal. Pourquoi tu veux savoir? Parce que je me demande. Si elle a souffert. Si elle avait peur. Thomas regarda le plafond. Je ne me souviens pas d'elle. Mais parfois j'ai des rêves. Une femme aux cheveux foncés qui me tient. Qui chante. Est-ce que ce sont de vrais souvenirs ou est-ce que mon cerveau invente? La gorge de Daniel se serra. Elle t'aimait plus que tout. Et elle s'est battue jusqu'à la dernière seconde pour que tu naisses. Ça, je peux te le garantir. Tu crois qu'elle serait triste de me voir comme ça? Non. Elle serait fière de l'homme incroyable que tu deviens. Thomas ne parut pas convaincu, mais n'insista pas. Daniel aida son fils à se transférer dans le fauteuil roulant et ils descendirent ensemble pour le petit déjeuner. Rosa était déjà en cuisine, en train de préparer des pancakes. Lily était assise à la table, dessinant des cercles concentriques dans un cahier. « Bonjour tout le monde », salua Daniel. Rosa le regarda avec une expression qui disait tout. « Et maintenant ?» Daniel fit un signe presque imperceptible. « Je m'occupe de ça. » Les 3 jours suivants furent étranges. Daniel continua sa routine habituelle. Réunions virtuelles, appels avec des investisseurs, paperasse sans fin. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Il prêtait attention à des détails qu'il avait auparavant ignorés. Il relisait d'anciens courriels. Il cherchait des signes qu'il n'avait pas vus à l'époque. Et James travaillait dans l'ombre. Mardi, Daniel reçut le premier rapport. Rebecca Winter vivait à Seattle, travaillant dans une clinique privée de fertilité. Elle avait légalement changé de nom pour Rebecca Stone 2 ans après la mort d'Elena. Elle possédait une maison estimée à 1,5 million de dollars et conduisait une voiture de luxe. Pas mal pour une infirmière. Le docteur Harrison Cole continuait de pratiquer dans sa ville natale. Même adresse, même clinique. Mais James avait découvert quelque chose d'intéressant. Un virement de 300 000 dollars sur le compte de Rebecca, effectué 3 mois après la mort d'Elena. L'origine? Un compte offshore aux îles Caïmans enregistré au nom d'une société écran. Daniel serra le rapport entre ses mains. Continuez à creuser. Je veux savoir qui possède cette société. Jeudi, le docteur Cole arriva pour l'examen mensuel de Thomas. Daniel l'accueillit d'un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Docteur Cole. Toujours ponctuel. Bien sûr, monsieur Clark. Comment va Thomas? Pareil. Aucun changement. Je vois. Allons l'examiner. Daniel accompagna le médecin jusqu'à la chambre aménagée en cabinet. Thomas attendait déjà sur la table d'examen. Le docteur Cole était un homme d'une 50aine d'années, grisonnant, portant des lunettes à monture dorée et des mains qui tremblaient légèrement. Résultat d'années d'alcool, soupçonnait Daniel.
L'examen suivit le protocole habituel. Réflexe, force musculaire des bras, vérification de la colonne. Le docteur Cole prenait des notes sur une tablette pendant qu'il travaillait. Aucune détérioration, ce qui est bon. Mais non plus aucun progrès. Il n'y a jamais de progrès, répliqua Daniel d'une voix plus froide qu'il ne l'avait prévu. Le docteur Cole le regarda par-dessus ses lunettes. C'est la nature de sa condition. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Oui, vous l'avez expliqué. Après que Thomas fut reconduit dans sa chambre, Daniel proposa un café au médecin. Ils s'assirent dans le salon. Docteur Cole, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous êtes-vous déjà repenti d'une décision médicale que vous avez prise? Le médecin sembla surpris par la question. Tout médecin finit par regretter quelque chose, éventuellement. Pourquoi? Curiosité. Ma femme vous faisait tellement confiance. Et après sa mort, je n'ai jamais remis en question votre diagnostic sur Thomas. Je n'ai jamais cherché d'avis alternatif. Je me suis juste résigné. C'est compréhensible. Vous étiez en deuil. Je l'étais. Mais 8 ans, c'est long pour rester en deuil, vous ne pensez pas? Quelque chose changea dans l'expression du docteur Cole. Une tension presque imperceptible. Que voulez-vous dire, monsieur Clark? Daniel sourit. Rien. Juste des réflexions d'un père fatigué. Pendant qu'il parlait, les dispositifs d'écoute que James avait installés enregistraient chaque mot, chaque pause, chaque respiration. Et dans la pièce d'accent grave côté, James écoutait tout avec des écouteurs, notant le langage corporel via une caméra cachée. Après le départ du médecin, James entra par la porte de service. Il est nerveux. Vous l'avez remarqué? Je l'ai remarqué. Quand vous avez mentionné que vous n'aviez pas remis en question le diagnostic, il s'est gratté la nuque 3 fois. Signe classique d'inconfort. Cet homme cache quelque chose. J'ai besoin de plus que du langage corporel. Je sais. Et j'obtiendrai plus. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Lily fit une crise. Rosa la trouva dans la salle de bain, assise sur le carrelage froid, se balançant d'avant en arrière, les mains couvrant ses oreilles. La fillette produisait un son aigu, continu, angoissant. « Lily, chérie, qu'est-ce qu'il se passe ?» Rosa se mit à genoux près de sa fille, mais savait qu'elle ne devait pas la toucher dans ces moments. « Trop de bruit !» sanglotait Lily. « Trop de chiffres. Il n'arrête pas 17, 300, 8, 86. Il n'arrête pas. » Rosa ne comprenait pas Lily et était souvent submergée par des stimuli sensoriels, mais jamais par des chiffres aléatoires. Quels chiffres, mon amour? D'où viennent-ils? Du médecin. Il criait des chiffres au téléphone. Quand il est parti, je l'ai vu par la fenêtre. Rosa se figea. Quel médecin? Le médecin qui examine Thomas. Il était dans sa voiture. Il criait au téléphone. 300 000. 8 ans. 17 jours. 86%. Les chiffres ne s'arrêtent pas dans ma tête. Rosa aida sa fille à se lever et la ramena dans la chambre. Il fallut 1 heure pour que Lily se calme. Quand elle s'endormit enfin, Rosa courut jusqu'à la maison principale et frappa à la porte du bureau de Daniel. Lily a entendu le docteur Cole au téléphone après son départ. Elle a cette capacité à mémoriser des nombres. Il parlait de 300 000 et d'8 ans. Daniel se leva immédiatement. 300 000. C'est exactement le montant transféré à Rebecca. Ils se regardèrent, la compréhension les frappant en même temps. Le docteur Cole était paniqué. La visite de ce jour-là l'avait effrayé. Et maintenant il contactait sa complice. « Ça change tout, » dit Daniel. « S'ils sont nerveux, ils vont commettre des erreurs. » Il appela James et lui raconta l'histoire de l'appel. L'enquêteur resta silencieux quelques secondes. « C'est bon signe. Les gens désespérés laissent des traces. Je vais intensifier la surveillance. S'ils communiquent, je vais intercepter. » Et James tint parole. Le vendredi suivant, il se présenta au bureau de Daniel avec un enregistrement audio et une mine triomphante. « Je l'ai eu. Cole a appelé Rebecca depuis une cabine téléphonique, pensant être en sécurité. Mais il a oublié que les cabines ont aujourd'hui des caméras de surveillance à proximité. Et j'ai un ami au commissariat qui me doit un service. » Il lança l'audio. La voix tendue du docteur Cole résonna dans la pièce, il se doute de quelque chose. Après 8 ans, Clark pose des questions. La réponse de Rebecca était froide, calculée, impossible. Il n'y a pas de preuve. La femme est morte. Le poison est éliminé depuis des années. Et s'il exhume le corps? Il ne le fera pas, calme-toi.
Tu es paranoïaque. Long silence. Puis Rebecca reprit, et sa voix était glace pure. S'il sait vraiment quelque chose, alors nous avons un problème plus grand. Et les problèmes comme ça doivent être réglés définitivement. L'audio s'arrêta. Daniel était pâle. Elle menace de me tuer. On dirait bien, confirma James. Mais maintenant on les a. C'est une confession enregistrée. On peut la porter à la police. Daniel secoua la tête. Pas encore. Je veux plus. Je veux savoir pourquoi ils ont fait ça. Pour l'argent? La haine? La jalousie? Il me faut comprendre. Clark, ces gens sont dangereux. Ils ont déjà tué une fois. Et ils paieront pour ça. Mais à ma façon. James soupira. Vous jouez avec le feu. Je sais. Continuez la surveillance. Je veux des rapports quotidiens. Dans les jours qui suivirent, Daniel commença à constituer un dossier complet. Chaque preuve, chaque enregistrement, chaque transfert bancaire suspect. Il travaillait tard, obsédé, consumé par le besoin de justice. Rosa s'inquiétait. « Monsieur Clark, vous devez dormir. Vous devez manger. » « Je vais bien. » « Non. » Et Thomas le remarque. Il m'a demandé si son père est malade. Cela fit Daniel s'interrompre. « Que avez-vous répondu? » J'ai dit que vous travailliez sur quelque chose d'important. Mais il est intelligent. Il sait que quelque chose ne va pas. Daniel passa la main sur son visage. Comment expliquer à un garçon de 8 ans que sa mère a été assassinée? Qu'il pourrait marcher aujourd'hui si ce n'était pas à cause de 2 personnes cupides? On n'explique pas encore. Pas avant d'être absolument sûr. Ensuite, ensemble, vous trouverez une manière. Elle avait raison. Daniel le savait. Mais la colère était un poison dans ses veines, aussi toxique que celui qui avait tué Helena. La deuxième semaine d'enquête, James trouva la pièce manquante. La société offshore appartenait à un troisième investisseur, un homme nommé Gerald Price, un ancien associé de Daniel qui avait été écarté de l'entreprise des années auparavant pour fraude. Il était le lien qui reliait tout. Il avait financé l'assassinat d'Helena par vengeance contre Daniel. Et Rebecca, une ancienne amante de Gerald, placée comme infirmière pour exécuter le plan. Le docteur Cole n'était qu'un médecin fauché et désespéré qui avait accepté de l'argent sale en échange de son silence et de faux certificats. Tout s'emboîta. La conspiration était plus vaste et plus sale que Daniel ne l'avait imaginé. Il s'assit dans l'obscurité du bureau, regardant les photos d'Helena qu'il gardait dans le tiroir. Sa femme souriante le jour du mariage. Enceinte, radieuse, tenant l'échographie de Thomas. Elle ne méritait pas ce qu'on lui avait fait. Et Thomas ne méritait pas de grandir sans mère, prisonnier d'un fauteuil pour un crime qu'il n'avait pas commis. Daniel prit une décision. Il n'irait pas seulement à la police. Il allait détruire chaque personne impliquée. Légalement et publiquement. Il allait traîner les 3 sous la lumière, exposer chaque crime, chaque mensonge. Mais d'abord, il lui fallait une dernière preuve. La plus importante de toutes. Il prit le téléphone et appela un laboratoire médico-légal privé. « J'ai besoin d'exhumer un corps. » L'exhumation a eu lieu un matin gris de novembre. Daniel était présent, accompagné de James et d'une équipe médico-légale spécialement engagée. Le cimetière était vide à l'exception d'eux et du fossoyeur qui manipulait l'excavatrice. Lorsque le cercueil remonta de la terre, Daniel sentit ses jambes fléchir. 8 ans. Helena avait été là-dessous pendant 8 ans, tandis que ses assassins vivaient libres. Le corps fut transporté dans un laboratoire médico-légal privé dans un autre État, où personne ne poserait de questions embarrassantes. La docteure Patricia Morgan, l'une des meilleures pathologistes du pays, prit personnellement en charge l'affaire. Cela prendra 2 semaines pour obtenir les résultats complets, expliqua-t-elle. Le tissu décomposé est compliqué à analyser. Mais s'il y avait des toxines dans son organisme à sa mort, je les trouverai. Daniel passa ces 2 semaines dans une agonie silencieuse. Il poursuivait sa routine normale. Travail, dîner avec Thomas, conversation banale. Mais intérieurement, il se consumait. Et si rien n'était trouvé? Et si 8 années sous terre avaient effacé toutes les preuves? Rosa remarquait son agitation. Ayez foi, monsieur Clark. La vérité finit toujours par apparaître. Vous y croyez vraiment? J'y crois. C'est pour cela que ma Lily a trouvé ces lettres. Ce n'était pas un accident. Daniel voulait y croire. Mais la foi était quelque chose qu'il avait perdu en même temps qu'Helena. Pendant qu'il attendait les résultats, il commença la 2e phase de son plan. James avait découvert que Gerald Price vivait dans un manoir isolé dans les montagnes, profitant de l'argent qu'il avait volé au fil des années. Rebecca était toujours à Seattle.
Le docteur Cole maintenait sa routine prévisible à la clinique. Daniel devait les faire se sentir en sécurité. Il devait les amener à baisser leur garde. Alors il fit quelque chose d'inattendu, il appela le docteur Cole. « Docteur, j'ai besoin d'une consultation. Pour moi cette fois. » Le médecin hésita. « Pour vous? Quelque chose ne va pas? » « Stress. Je ne dors pas. J'ai pensé que vous pourriez prescrire quelque chose. » « Bien sûr. Vous pouvez venir à la clinique demain? Je préfère à domicile. Comme toujours. Cela vous dérange? » Une autre pause. Daniel pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête du médecin. Aucun problème. Demain à 3 heures? Parfait. James pensait que Daniel était fou. Vous allez rester seul avec l'homme qui a probablement tué votre épouse. Je ne serai pas seul. Vous écouterez tout. Et j'ai besoin qu'il pense que j'ai baissé ma garde. Le lendemain après-midi, le docteur Cole arriva avec sa mallette de médecin et un sourire professionnel qui ne trompait personne. Daniel le reçut dans le salon. « Merci d'être venu, docteur. »« C'est mon travail. Alors, parlez-moi de ce stress. » Daniel s'assit sur le canapé. « C'est Thomas. Le voir ainsi tous les jours, ça me consume. »« Je comprends. Cela doit être très difficile. Avez-vous des enfants, docteur ?» La question prit Cole au dépourvu. « Oui. 2 filles. Adultes maintenant. Elles sont en bonne santé. »« Oui, Dieu merci. » Daniel le fixa. « Dieu merci, » répéta-t-il lentement. C'est drôle comme on utilise cette expression. Comme si la santé était une question de chance. Comme si certains enfants méritaient de marcher et d'autres non. Le médecin ajusta ses lunettes nerveusement. « Monsieur Clark, l'état de Thomas n'est la faute de personne. C'était une complication. De l'accouchement. Je sais. Vous l'avez dit des centaines de fois. » Daniel se pencha en avant. « Mais si je vous disais que je n'y crois plus ?» Le silence qui suivit était dense comme la brume. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Bien sûr que vous comprenez. Nous savons tous les deux que mon fils ne devrait pas être en fauteuil roulant. Nous savons tous les deux que quelqu'un a fait en sorte qu'il naisse ainsi. » Dr Cole se leva brusquement. « Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Vous êtes clairement perturbé. Asseyez-vous. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Et quelque chose dans la voix de Daniel fit obéir le médecin. « Je vais vous poser une seule question, » continua Daniel. « Et je veux une réponse honnête. Dormez-vous la nuit? » Quoi? C'est simple. Quand vous vous allongez, fermez les yeux, arrivez-vous à dormir paisiblement? Ou voyez-vous le visage de la femme que vous avez aidé à tuer? Le docteur Cole devint pâle comme du papier. Vous délirez. 300 000 $. C'était le prix de ma femme? De la santé de mon fils? Les mains du médecin tremblaient violemment maintenant. Comment? Qui vous a dit? Helena elle-même me l'a dit. Depuis la tombe. Daniel jeta une copie des lettres sur la table basse. Elle savait. Elle a tout documenté. Et maintenant moi aussi. Dr Cole prit les lettres avec des mains tremblantes. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage traversait plusieurs stades de panique. Ça ne prouve rien. Vous avez raison. C'est pour cela que j'ai exhumé son corps. En ce moment même, une équipe médico-légale analyse les tissus à la recherche de succinylcholine. Savez-vous combien de temps cette drogue reste détectable dans les cheveux et les ongles? Des années. Même après la mort. Le médecin laissa tomber les lettres. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il. « J'étais fauché. Je perdais ma maison. Gérald m'a offert tant d'argent. Je devais juste prescrire les bonnes doses et falsifier quelques rapports. Et condamner un bébé innocent à une vie en fauteuil roulant. Ce n'était pas pour toucher l'enfant. Rebecca avait promis que les doses étaient calculées pour n'affecter qu'Helena, provoquer une faiblesse progressive, simuler des complications naturelles de la grossesse. Quand le bébé est né ainsi, Dieu me pardonne, je ne savais pas que cela arriverait. » Daniel sentit la rage exploser en lui, mais il maintint sa voix contrôlée. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Chaque injection, chaque prescription, chaque mensonge. Et ensuite, pendant 8 ans, vous êtes venu ici, regardant mon fils dans les yeux, faisant semblant de n'avoir aucune responsabilité. » Dr Cole commença à pleurer. Des larmes coulaient derrière ses lunettes. « Je suis désolé. Tous les jours je suis désolé. Mais je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. » « Non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez faire ce qui est juste maintenant. » Le médecin leva les yeux rouges. « Que voulez-vous dire ?» Daniel sortit un papier de sa poche.
Ceci est une confession complète. Vous allez signer. Détailler chaque étape de la conspiration. Chaque impliqué. Chaque crime. Et ensuite, vous m'aiderez à garantir que Rebecca et Gérald paient pour ce qu'ils ont fait. Si je signe cela, je vais en prison. Vous y êtes déjà. Dans votre conscience, dans votre culpabilité. Au moins, ainsi, vous aurez une chance de rédemption. Dr. Cole regarda le papier longuement. Ses mains tremblaient encore. Puis, lentement, il prit le stylo que Daniel lui tendait. Ma famille, mes filles. Elles sauront la vérité. C'est plus que ce que mon fils a eu, une chance de connaître la vérité sur sa mère. Le médecin signa. Chaque mot était un poids qui quittait ses épaules, mais aussi une sentence qu'il signait pour lui-même. Quand il eut terminé, Daniel prit le papier et le rangea. Maintenant, sortez de ma maison. Et ne revenez jamais. Dr. Cole sortit en titubant, un homme brisé. James entra par la porte latérale quelques secondes plus tard, souriant. C'était risqué. Mais ça a marché. J'ai tout enregistré. Prochaine étape, dit Daniel. Rebecca. Mais Rebecca ne serait pas si facile. Elle était plus intelligente, plus prudente. Daniel savait qu'il avait besoin d'une approche différente. C'est Rosa qui suggéra la solution. Monsieur Clark, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Cette femme, Rebecca. Elle était obsédée par vous, n'est-ce pas? C'est ce que disent les lettres d'Helena. Daniel fronça les sourcils. Oui. Helena disait que Rebecca me regardait toujours d'une manière étrange. Alors utilisez cela. Faites-lui croire qu'elle a enfin une chance. L'idée était troublante. Mais elle avait du sens. Rebecca croyait que si elle éliminait Helena, Daniel finirait par se tourner vers elle. Cela n'est jamais arrivé. Daniel se souvenait à peine de cette femme après son départ. Mais s'il prenait contact maintenant, s'il semait l'idée qu'il était seul, vulnérable, ayant besoin de compagnie, James approuva le plan. Je vais créer un faux profil sur les réseaux sociaux. Faire croire que vous sortez enfin du deuil. Publier des photos, aller à des endroits. Elle verra. Et si elle a toujours une obsession pour vous, elle mordra à l'hameçon. Moins d'une semaine plus tard, Rebecca envoya un message au faux profil de Daniel. Salut. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai pris soin de votre femme il y a des années. J'ai vu que vous êtes à Seattle. J'y vis aussi maintenant. Ce serait étrange de se retrouver pour un café? Daniel regarda le message avec dégoût. Elle croit vraiment que je suis assez idiot pour tomber dans ce piège. Répondez oui, conseilla James. Fixez un lieu public. Je serai là avec tout le matériel d'enregistrement. Le rendez-vous fut fixé dans un café sophistiqué du centre de Seattle. Daniel prit l'avion pour s'y rendre, accompagné de James, qui s'installa à une table voisine avec du matériel de surveillance caché. Rebecca arriva ponctuelle. Elle avait changé, plus âgée, évidemment, mais aussi plus dure. Ses yeux avaient une froideur dont Daniel ne se souvenait pas. « Daniel, vous êtes en pleine forme. » Il força un sourire. « Rebecca, vous allez bien aussi. » Ils commandèrent du café. Conversation superficielle. Mais Daniel percevait la tension sous ses mots. Rebecca était nerveuse. « Alors, dit-elle enfin, comment va votre fils? » Pareil. Pas d'amélioration. Je suis désolé. Ça doit être difficile. Oui. Mais j'ai appris à accepter certaines choses. Il la fixa. J'ai compris que tout ne se produit pas par hasard. Parfois, il y a des raisons. Parfois, il y a des personnes derrière les tragédies. Rebecca cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Je dis que j'ai enfin compris certaines choses sur la mort de ma femme. La femme resta immobile. Sa tasse de café suspendue en l'air. Compris quoi? Daniel se pencha sur la table. J'ai compris qu'Helena avait raison. Elle était empoisonnée. Par vous. Rebecca laissa tomber la tasse. Le café se répandit sur la table, mais aucun d'eux ne bougea. Vous êtes fou. J'ai ces lettres. J'ai la confession du Dr. Cole. J'ai les relevés bancaires montrant que Gerald Price vous a payé. Et maintenant, je vous ai devant moi, en sueur, parce que vous savez que tout est fini. Elle tenta de se lever, mais Daniel la retint par le poignet. Asseyez-vous. Nous n'avons pas terminé. Lâchez-moi ou je crie. Criez. Cet homme là-bas est un policier en civil. Et ce couple au coin est des agents fédéraux. Vous êtes encerclés. C'était un mensonge. Mais Rebecca ne le savait pas. Elle s'assit lentement, le visage pâle. Que voulez-vous? Je veux savoir pourquoi.
Pourquoi avoir tué une femme innocente? Pourquoi condamner un bébé? Rebecca éclata d'un rire amer. Innocente? Elle avait tout. Vous, la maison, l'argent, un enfant en route. Et elle ne le méritait même pas. Elle se plaignait que vous travailliez trop, que vous étiez toujours occupé. Moi, j'aurais apprécié chaque instant à vos côtés. Daniel eut la nausée. Vous avez tué ma femme par jalousie. Ce n'était pas que de la jalousie. Gérald m'a promis qu'après sa mort, au moment approprié, je pourrais entrer dans votre vie de nouveau. D'abord comme ami, puis plus. Mais vous ne m'avez jamais regardé. Vous n'avez même pas rappelé que j'existais. Parce que vous êtes une meurtrière. Et maintenant, vous allez payer. Rebecca chercha une sortie du regard. Il n'y en avait pas. Si je me rends, je raconte tout. Sur Gérald, sur ses autres affaires, sur plus de crimes qu'il a commis. Il me tuera s'il apprend que j'ai parlé. Alors parlez à la police. Faites un accord. Elle secoua la tête. Vous ne comprenez pas, Gérald est dangereux. Il a des connexions. Si je témoigne contre lui, je ne vivrai pas pour voir le procès. Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû y penser avant d'accepter de l'argent sale pour tuer des gens. À ce moment, James s'approcha de la table et montra discrètement un faux badge. Rebecca Stone, née Rebecca Winter, est en garde à vue pour suspicion de meurtre. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Rebecca se mit à crier, mais James avait déjà appelé la police réelle. Ils arrivèrent en quelques minutes. Daniel regarda pendant qu'on l'emmenait menotter. Elle criait que c'était un piège, qu'on la poursuivait. Personne ne croyait. Dans l'avion de retour à la maison, Daniel se permit de ressentir une petite étincelle de satisfaction. 2 sur 3 payaient déjà. Il restait Gérald. À son arrivée chez lui, il trouva une surprise. Thomas était dans le salon avec Rosa et Lily, et tous avaient l'air effrayés. « Papa, où étiez-vous? J'ai essayé de vous appeler. Désolé, j'étais en réunion importante. Que s'est-il passé? » Rosa tendit une enveloppe. « Cela est arrivé aujourd'hui. Par messager. Pas d'expéditeur. » Daniel ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo de Thomas dans le jardin, prise au zoom de loin. Et un message découpé dans un magazine, à la manière d'un film d'enlèvement. Vous avez frôlé les mauvaises personnes. Maintenant votre fils va payer. Daniel sentit son sang se glacer. Gérald savait. Et il venait chercher Thomas. Daniel ne perdit pas de temps. Il appela James alors qu'il montait les escaliers avec Thomas dans les bras, emmenant son fils dans une chambre à l'arrière du manoir, loin des fenêtres. Gérald sait. Il a menacé mon fils. J'arrive. 20 minutes. Ne laisse pas le garçon seul. Daniel verrouilla la porte de la chambre et s'assit sur le lit à côté de Thomas, qui était pâle de peur. Papa, qui a envoyé cette photo? Quelqu'un qui veut m'effrayer. Mais ça ne marchera pas. Sommes-nous en danger? Daniel regarda son fils dans les yeux et prit une décision. Assez de mensonges. Assez de protéger le garçon de la vérité. Oui, nous le sommes. Et je dois te raconter quelque chose sur ta mère. Pendant les 15 minutes suivantes, Daniel raconta tout. L'empoisonnement, les lettres, la conspiration. Thomas écouta en silence, les yeux s'écarquillant de plus en plus. Tu veux dire que je pourrais marcher, si ce n'était pas pour ces gens? Oui. Thomas regarda ses propres jambes inertes. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Ils m'ont volé. Ils ont volé ma vie. Ma mère. Daniel serra son fils contre lui avec force. Je sais. Et ils vont payer pour ça. Je te le promets. Lorsque James arriva, il apporta des renforts, 3 agents armés positionnés stratégiquement sur la propriété. Rosa et Lily furent transférés dans une chambre sûre du manoir. Personne n'entrerait ou ne sortirait sans autorisation. J'ai reçu les résultats du laboratoire, dit James en tendant une enveloppe scellée. Ils sont arrivés aujourd'hui. Daniel l'ouvrit avec des mains tremblantes. Les pages étaient remplies de termes techniques, mais la conclusion était claire. Niveaux élevés de succinylcholine trouvés dans des échantillons de cheveux et d'ongles d'Helena Clark. Concentration compatible avec un empoisonnement prolongé. Cause probable du décès, insuffisance respiratoire induite par un relaxant musculaire. C'était la preuve définitive. Avec cela, la confession de Cole et l'arrestation de Rebecca, nous avons un dossier solide, dit James. Nous pouvons aller à la police maintenant. Pas encore. Gérald est dehors. Tant qu'il est libre, mon fils est en danger. Alors que proposes-tu? Daniel réfléchit un instant. Nous allons l'amener à nous. Sur notre terrain, selon nos conditions. Comment?
Gérald est arrogant. Il pense m'avoir intimidé avec cette menace. Je vais faire semblant que ça a marché. Je vais lui offrir ce qu'il veut. Quoi? Le silence. En échange de laisser ma famille tranquille. James secoua la tête. Il n'acceptera jamais. Il est trop intelligent. Oui, si j'ajoute quelque chose d'irrésistible. De l'argent. Beaucoup d'argent. Le lendemain, Daniel fit quelque chose que personne n'attendait. Il posta une annonce sur un site de petites annonces obscures qu'il savait surveiller par Gérald, là où il faisait des affaires louches des années auparavant. Proposition commerciale. Sujet, intérêt mutuel. Rencontre en personne nécessaire. Compensation généreuse pour le temps et la discrétion. Répondre avec l'ancien code. L'ancien code était un mot de passe connu seulement de lui et de Gérald lorsqu'ils étaient associés. Si Gérald voyait cela, il saurait que c'était Daniel qui tentait un contact. Il fallut 6 heures pour recevoir une réponse. Tu as du cran, je te le concède. Demain, midi, à l'ancien entrepôt du 47 rue Industrielle. Seul. Un faux pas et le garçon disparaît. Daniel montra le message à James. C'est un piège évident. Je sais. C'est pour ça que nous allons en faire notre piège. Ils passèrent la nuit à planifier. James contacta un ami au FBI qui leur devait des faveurs. Avec les preuves qu'ils avaient, confession de Cole, examen toxicologique, transfert bancaire, ils obtinrent un mandat d'arrêt contre Gérald. Mais ils devaient le prendre sur le fait pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. L'entrepôt abandonné était parfait. Isolé, sans voisins, facile à encercler. James positionna des agents à tous les points de fuite possibles. Daniel utiliserait un micro caché. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était que Gérald admette son implication sur l'enregistrement. Le matin de la rencontre, Daniel dit au revoir à Thomas. « Papa, n'y va pas. C'est dangereux. Je dois y aller. Pour toi. Pour ta mère. Et si quelque chose tourne mal ?» Daniel toucha le visage de son fils. « Alors tu sauras que j'ai fait tout ce que je pouvais pour te rendre justice. Et tu continueras à vivre. Tu seras fort. Tu seras l'homme incroyable que ta mère voulait que tu deviennes. » Il partit avant que Thomas ne puisse répondre, avant que son propre courage ne faiblisse. L'entrepôt sentait le moisi et le métal rouillé. Daniel entra seul, comme demandé. Ses pas résonnaient dans l'espace vide. Puis il vit Gérald sortir de l'ombre au fond. Gérald Price avait vieilli, était plus lourd, mais ses yeux avaient la même cruauté que Daniel se rappelait. Il sourit. Daniel Clark. Après toutes ces années. Gérald. Tu as toujours été têtu. Mais menacer mon fils? Tu as retenu mon attention. Gérald rit. Ton fils. Le petit handicapé. Le pauvre. Daniel serra les poings, mais garda une voix calme. Tu as fait empoisonner ma femme par Rebecca. Ah, tu as découvert. Intelligent. 8 ans, mais tu y es arrivé. Pourquoi? Pourquoi Elena? Elle ne t'avait jamais rien fait. Gérald s'approcha, les mains dans les poches. Ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de toi. Tu m'as évincé de l'entreprise. M'humilier publiquement. Détruit ma réputation. Je me suis dit que tu méritais aussi de souffrir. Alors tu as tué une femme innocente et condamné un enfant. Vu que j'ai agi parfaitement, oui. Rebecca était obsessionnelle et facile à manipuler. Cole était désespéré pour de l'argent. Et ta précieuse épouse était si confiante, si naïve. Elle n'a rien soupçonné avant qu'il ne soit trop tard. Daniel fit un pas en avant. Elle a soupçonné. Elle a tout écrit. Chaque crime que tu as commis. Gérald haussa les épaules. Des lettres mortes ne signifient rien sans preuve concrète. Et son corps est enterré depuis 8 ans. Toute preuve s'est transformée en poussière. J'ai exhumé le corps. Les tests ont été positifs pour la succinylcholine. Pour la première fois, Gérald sembla inquiet. Tu bluffes. Cole a tout avoué. Rebecca a été arrêtée hier à Seattle. Et maintenant, tu vas les rejoindre. Gérald recula, main dans le manteau. Il sortit une arme. Tu es venu ici avec un micro, pas vrai? Tout enregistré, pensant être malin? Il pointa l'arme sur Daniel. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Tire. 20 agents fédéraux encerclent ce bâtiment. Tu ne t'échapperas pas. Gérald regarda autour de lui, voyant pour la première fois les points laser rouges sur sa poitrine. Lâche l'arme. FBI. La voix résonna par les haut-parleurs. Gérald pressa l'arme contre sa propre tête. Si je tombe à ma manière. Ne sois pas idiot, dit Daniel.
Tu auras la perpétuité de toute façon. Pourquoi ajouter un suicide? Parce que je ne vais pas pourrir dans une cellule. Je ne te donnerai pas cette satisfaction. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, un tir vint d'en haut. Un tireur d'élite atteignit la main de Gérald, faisant tomber l'arme. Il cria de douleur, tombant à genoux. Les agents envahirent l'entrepôt de tous côtés. En quelques secondes, Gérald était à terre, menotté, ensanglanté. Daniel s'approcha et se mit à genoux à côté de lui. Ma femme a lutté jusqu'au dernier moment pour protéger notre fils. Elle a pris du charbon actif pour neutraliser son poison. Ça n'a pas complètement fonctionné, mais elle a sauvé la vie de Thomas. Elle est morte en luttant. Tu mourras vaincu. Gérald cracha par terre. J'espère que ton fils ne marchera jamais. Qu'il portera ma marque pour toujours. Daniel sentit la colère exploser, mais un agent le retint. Laisse la justice s'occuper de lui maintenant. Ils emmenèrent Gérald. Daniel resta immobile dans l'entrepôt vide, tremblant. C'était fait. Les 3 responsables de la mort d'Elena étaient arrêtés. La vérité était exposée. Mais ce n'était pas suffisant. Thomas était toujours en fauteuil roulant. Elena était toujours morte. La justice ne rendait pas ce qui avait été pris. Il rentra chez lui et trouva Thomas attendant anxieusement dans le salon. « Papa. C'est fini. Nous l'avons eu. » Thomas se mit à pleurer. Pas de tristesse. De colère. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi moi? Parce que des gens mauvais existent. Et ils font de mauvais choix. Mais maintenant, ils vont payer. Rosa s'approcha avec Lily à côté. Monsieur Clark, les résultats de l'exhumation mentionnaient quelque chose sur le charbon actif. Oui. Elena a essayé de se protéger. Rosa prit l'un des rapports que Daniel avait laissés sur la table et lut attentivement. Il est écrit ici que le charbon a neutralisé environ 60% des toxines qu'elle a ingérées. Et que, théoriquement, sans cela, le bébé aurait reçu une dose létale. Que veux-tu dire? Que peut-être Thomas n'a pas de paralysie permanente. Peut-être des dommages musculaires dus à l'exposition réduite au poison. Potentiellement réversible avec le bon traitement. Daniel sentit de l'espoir pour la première fois depuis 8 ans. Réversible. Il faudra des spécialistes. Des traitements expérimentaux peut-être. Mais ce n'est pas impossible. Thomas regarda la mère de Lily avec des yeux écarquillés. Je pourrais marcher. Je ne sais pas, chérie. Mais nous pouvons essayer. Daniel prit immédiatement le téléphone. James, j'ai besoin des meilleurs neurologues du pays. Spécialistes en régénération nerveuse et musculaire. Peu importe le coût. Dans les jours suivants, l'histoire explosa dans les médias. Milliardaire découvre une conspiration de meurtre 8 ans plus tard. Épouse empoisonnée, fils lésé, 3 arrestations effectuées. Une dans tout le pays. Dr Patricia Morgan donna des interviews expliquant comment elle détecta les toxines. James fut félicité pour son enquête méticuleuse. Et Daniel devint le symbole de la persévérance et de la justice paternelle. Mais il ne se souciait pas de la célébrité. Il pensait seulement à l'appel reçu jeudi. Monsieur Clark, ici Dr Sarah Chen, de l'Institut de neurosciences régénératives. J'ai lu votre cas. Je souhaiterais examiner votre fils. Nous avons un protocole expérimental qui pourrait aider. Quand pouvons-nous commencer? Demain, si vous voulez. Thomas passa par une batterie d'examens, IRM, biopsie musculaire, test de conduction nerveuse. Le diagnostic fut surprenant. Les terminaisons nerveuses dans les jambes de Thomas n'étaient pas mortes. Elles étaient endormies, endommagées, mais avec un potentiel de récupération. Le poison a causé des dommages sévères mais pas irréversibles, expliqua Dr Chen. Avec une thérapie intensive, stimulation électrique neuromusculaire et cocktail de médicaments régénératifs, il peut récupérer sa fonctionnalité. Combien? Je ne peux pas promettre qu'il marchera parfaitement. Mais un peu de mouvement? Définitivement possible. Daniel regarda son fils. Qu'en penses-tu? Thomas avait les larmes aux yeux. Je veux essayer. Pour maman. Elle a lutté pour me sauver. Maintenant, je vais lutter aussi. Le traitement commença immédiatement. Séance quotidienne de physiothérapie intense. Médicaments expérimentaux aux effets secondaires inconfortables. Stimulation électrique qui faisait hurler Thomas de douleur. Mais il n'abandonna jamais. Et lentement, miraculeusement, ça commença à fonctionner. D'abord un spasme dans le pied droit. Puis une flexion à la cheville gauche. 3 mois après le début du traitement, Thomas pouvait plier le genou. Papa, regarde.
J'ai bougé. Daniel pleura. Rosa pleura. Même Lily, qui montrait rarement une émotion intense, sourit. Encore 3 mois de travail acharné. Thomas transpirait, saignait, pleurait, mais continuait. Et puis arriva le jour que Daniel n'oublierait jamais. Thomas était sur des barres parallèles, soutenu par les bras. Docteur Chen à ses côtés. Daniel et Rosa regardaient, le cœur battant. « Prêt ?» demanda la médecin. Thomas acquiesça. « Lâche les bras. » Lentement. Il lâcha. Ses jambes tremblèrent violemment. Une seconde, il sembla qu'il allait tomber. Mais il se stabilisa. Thomas se tenait debout. Seul. Sans appui. Je suis debout. Maintenant, essaie un pas. Thomas leva le pied droit. Millimètre par millimètre. Avança. Puis répéta avec le gauche. 1 pas. 2. 3. Il marchait. Daniel courut et étreignit son fils, tombant tous deux par terre dans un mélange de larmes et de rires. « Tu as réussi. Mon fils, tu as réussi. » Thomas regarda son père. « Non. Nous avons réussi. Toi, moi, maman. Nous tous. » Cette nuit-là, Daniel alla seul au cimetière. Il se tint devant la tombe d'Elena, maintenant ornée de fleurs fraîches qu'il avait commencé à apporter chaque semaine. Il a marché aujourd'hui. Notre fils a marché. Tu l'as sauvé, Elena. Même dans la mort, tu l'as sauvé. Il toucha la pierre froide. Ils ont payé. Tous. Et Thomas vivra la vie que tu voulais pour lui. Je te le promets. Le vent souffla à travers les arbres, et pendant un instant, Daniel crut sentir une présence douce à ses côtés. Peut-être son imagination. Peut-être quelque chose de plus. Peu importait. La justice avait été rendue. Et pour la première fois en 8 ans, Daniel Clark pouvait respirer sans porter le poids écrasant de la culpabilité et de l'ignorance. 6 mois plus tard, le manoir Clark ne ressemblait plus à une prison silencieuse. Il y avait des voix, des rires, la vie qui pulsait à travers les couloirs qui étaient restés si longtemps morts. Thomas marchait maintenant avec des béquilles, mais il marchait. Chaque pas restait un effort conscient, chaque mouvement nécessitait de la concentration. Mais c'étaient des pas réels. Les siens. Et chaque jour, il devenait plus fort. Dans la cuisine, Rosa préparait le dîner tandis que Lily rangeait les couverts par taille et par type sur la table. Daniel entra, portant une vieille boîte en carton qu'il avait trouvée au grenier. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rosa. « Des affaires d'Elena. Des photos, des journaux, des lettres qu'elle écrivait à Thomas avant sa naissance. » Il ouvrit la boîte sur la table. À l'intérieur, des trésors oubliés, des échographies encadrées, des petits chaussons jamais portés, un journal de grossesse où Elena avait documenté chaque semaine. Daniel n'avait jamais eu le courage d'ouvrir cette boîte. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, il pouvait se souvenir sans ressentir seulement de la douleur. Thomas entra en boitant, soutenu par ses béquilles. Ses yeux brillèrent en voyant la boîte. « Ce sont des affaires de maman. » « Oui. Je me suis dit qu'il était temps de partager ça avec toi. » Ils passèrent l'après-midi à regarder les photos. Elena enceinte, souriant à la caméra avec la main sur son ventre. Elena peignant la chambre du bébé. Elena tenant de minuscules vêtements, imaginant à quoi ressemblerait l'enfant qu'elle portait. « Elle était belle, » dit Thomas en touchant une photo avec révérence. Elle l'était, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y avait aussi des vidéos. Daniel les mit sur l'ordinateur portable. Elena parlait directement à la caméra, des messages enregistrés pour le fil qui n'était pas encore né. « Bonjour, bébé. Aujourd'hui, tu as 20 semaines. Tu es de la taille d'une banane maintenant. Tu continues à me donner des coups de pied dans les côtes. Petit coquin. » Elle riait de ce rire musical que Daniel avait oublié. « Je veux que tu saches que je t'aime déjà tellement. Ton père aussi, même s'il est encore nerveux à l'idée de changer les couches. Nous allons te donner une vie incroyable, je te le promets. Pleine d'amour, d'aventure et de pancakes. Parce que ta maman fait les meilleurs pancakes du monde. » Thomas regardait en silence, les larmes coulant doucement. Daniel passa le bras autour des épaules de son fils. « Elle a tenu sa promesse, » dit Daniel. « Même après être partie, elle a continué à te protéger. Ce charbon activé qu'elle a pris a sauvé ta vie. Je sais, et je n'oublierai jamais ça. » Le mois suivant, le procès commença. Le docteur Harrison Cole, Rebecca Stone et Gerald Price furent formellement accusés de conspiration pour homicide, homicide volontaire et tentative de homicide sur mineur. Les médias couvrirent chaque instant. Daniel témoigna, sa voix ferme en racontant 8 ans de souffrance. Il montra les lettres d'Elena. Il présenta les résultats toxiques. Il détailla l'impact sur la vie de Thomas.
Mon fils a passé 8 ans en fauteuil roulant parce que ces 3 personnes ont décidé que la vengeance et l'obsession valaient plus que la vie humaine, dit-il au jury. Ma femme est morte en essayant de protéger notre bébé. Et elle a réussi, partiellement. Mais le prix a été sa propre vie. Maintenant, c'est à vous de vous assurer que ce prix n'a pas été payé en vain. Thomas témoigna également. Il entra dans la salle d'audience avec ses béquilles, chaque pas délibéré. Les jurés observaient en silence. Je ne me souviens pas de ma mère, commença-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Mais je vis avec les conséquences de ce qu'ils lui ont fait chaque jour. Chaque pas que je fais maintenant fait mal. Chaque muscle doit se rappeler comment fonctionner. J'ai passé des années à me demander pourquoi je suis né ainsi. Maintenant, je sais. Et ces gens doivent répondre de cela. La défense tenta de soutenir qu'il n'y avait pas d'intention de nuire au bébé, seulement à Elena. Mais le procureur démolit cet argument. Empoisonner une femme enceinte affecte inévitablement le fœtus. Tout médecin le sait. Le docteur Cole le savait. Et pourtant, il a prescrit les drogues. Ce n'est pas un accident. C'est de la négligence criminelle au minimum, tentative de meurtre au maximum. Le jury délibéra pendant 3 jours. Lorsqu'il revint, le verdict était unanime. Coupable. Tous les 3. Pour toutes les accusations. Le docteur Cole reçut 20 ans. Il pleura en entendant la sentence, murmurant des excuses que personne ne voulait entendre. Rebecca reçut la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne montra aucun remords, se contentant de regarder Daniel avec haine avant d'être emmené. Gérald reçut également la perpétuité. Mais contrairement à Rebecca, il semblait brisé. L'homme arrogant qui avait menacé un enfant n'était plus qu'un vieil homme vaincu, affrontant le reste de sa vie derrière les barreaux. Quand tout fut terminé, Daniel et Thomas restèrent sur les marches du tribunal. Les reporters hurlaient des questions, mais ils les ignorèrent. « C'est fini, » dit Thomas. « Oui, enfin. Que faisons-nous maintenant » Daniel regarda son fils. « Nous vivons. Vraiment. Comme ta mère l'aurait voulu. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Daniel réduisit sa charge de travail de moitié. Il commença à dîner avec Thomas toutes les nuits. Aider aux devoirs. Regarder des films de super-héros idiots pour lesquels il n'aurait jamais eu de patience auparavant. Il apprit à vivre à nouveau, pas seulement à exister. Thomas poursuivit la thérapie rigoureusement. Peu à peu, les béquilles furent remplacées par des cannes. Puis une seule canne. Et enfin, presque 1 an après avoir fait ses premiers pas, il marcha seul pour la première fois. C'était dans le jardin arrière, au même endroit où Lily avait trouvé les lettres enterrées. Thomas voulait y aller spécifiquement. C'est là que tout a commencé, expliqua-t-il. Où la vérité a été révélée. Il se tint debout sans soutien et marcha lentement dans le jardin. Ses pas étaient encore irréguliers, une jambe plus forte que l'autre. Mais c'étaient des pas indépendants. Rosa observait depuis la fenêtre de la cuisine, essuyant ses larmes. Lily était à côté d'elle, dessinant dans son carnet, mais regardait parfois en haut avec un signe silencieux d'approbation. Daniel suivait Thomas, prêt à le soutenir s'il trébuchait. Mais ce ne fut pas nécessaire. Le garçon atteignit le parterre de roses où tout avait été enterré et s'agenouilla. « Merci, maman, » murmura-t-il. « D'avoir lutté. De m'avoir sauvé. De ne jamais avoir abandonné, même quand tu devais avoir peur. » Daniel s'agenouilla à côté de lui. « Elle serait si fière de toi. »« Tu penses qu'elle sait? Qu'elle peut voir ça? » ?»« Je ne sais pas. Mais j'aime penser que oui. » Ils plantèrent de nouvelles roses ce jour-là. Blanches, comme Elena aimait. Un mémorial vivant pour la femme qui a refusé de laisser le mal triompher, même au prix de sa propre vie. Dans les semaines suivantes, Daniel prit une décision importante. Il appela Rosa dans son bureau. « Je veux te faire une proposition. » Rosa sembla nerveuse. « Monsieur Clark. Toi et Lily avez vécu dans cette petite maison à l'arrière pendant des années. Mais ce manoir est trop grand pour Thomas et moi. Et vous deux êtes maintenant une famille. Je veux que vous emménagiez ici. Définitivement. » Rosa couvrit sa bouche. « Monsieur Clark, je ne peux pas accepter. »« S'il te plaît. Lily a sauvé mon fils en trouvant ses lettres. Tu m'as donné de la force quand je n'en avais pas. Cette maison a besoin de gens. Elle a besoin de vie, d'amour. Et vous deux la portez. » Rosa commença à pleurer. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui. »« Oui. Bien sûr que oui. » Le déménagement eut lieu le mois suivant. Lily choisit une chambre au 2e étage avec vue sur le jardin. Rosa en prit une plus petite à proximité. Et pour la première fois depuis presque une décennie, le manoir Clark ressemblait à une maison.
Thomas et Lily développèrent une amitié particulière. Elle avait encore des difficultés à interagir socialement et lui avait encore des problèmes de mobilité. Mais ensemble, ils trouvèrent du réconfort. Lily enseignait les motifs mathématiques à Thomas et il lui enseignait l'astronomie. Elle rangeait ses livres par couleur et taille, et il ne se plaignait jamais lorsqu'elle devait tout réorganiser à nouveau. « Elle est spéciale », dit Thomas un soir pendant le dîner. « Nous le sommes tous, chacun à notre manière », répondit Daniel. « Non, je veux dire vraiment spéciale. Papa, tu as remarqué qu'elle a trouvé ses lettres en mesurant des profondeurs aléatoires? Comment savait-elle où creuser ?» Daniel fronça les sourcils. Il n'y avait jamais pensé. Chance. Je ne crois plus à la chance. Pas après tout ça. Je pense qu'elle a remarqué quelque chose que personne d'autre n'a vu. Un motif dans la façon dont le sol était distribué, ou quelque chose comme ça. Rosa, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha. Les médecins t'ont toujours dit que le cerveau de Lily fonctionne différemment. Elle voit des connexions que les autres ne voient pas. Des chiffres, des motifs, des séquences. Quand elle a dit que tous les trous faisaient 17 cm, je n'ai pas compris. Mais elle avait raison. Elena a enterré toutes ses boîtes à la même profondeur, créant un motif. Et Lily a détecté ce motif. Incroyable, murmura Thomas. Des mois se transformèrent en années. Thomas entra au lycée en marchant, plus en fauteuil roulant. Il avait encore des mauvais jours, quand ses jambes faisaient mal ou ne répondaient pas comme il le voulait. Mais ce n'était plus ses jours, c'était juste des jours. Il rejoignit le club d'astronomie. Se fit des amis. Allait au premier bal de l'école. Des choses normales qui semblaient autrefois impossibles. Daniel l'observait grandir avec un mélange de fierté et de mélancolie. Elena aurait dû être là pour voir cela. Mais elle était aussi, d'une certaine manière. Dans chaque sourire de Thomas, dans chaque pas qu'il faisait, elle vivait. À l'anniversaire des 10 ans de la mort d'Elena, Daniel organisa quelque chose de spécial. Il emmena Thomas, Rosa et Lily au cimetière. Mais ce n'était pas une visite sombre. Ils apportèrent des fleurs, oui, mais aussi du vin pétillant et des verres en plastique. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Thomas. « On célèbre, » dit Daniel. « Ta mère n'aurait pas voulu que nous passions cette journée à pleurer. Elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle avec joie. » Il ouvrit la bouteille et servit à tous, même à Lily, qui fit la grimace devant le goût. Un toast, leva Daniel son verre. À Elena Clark, épouse, mère, combattante, qui a refusé de laisser les ténèbres gagner, qui a protégé son fils jusqu'au dernier instant, et qui nous a appris que l'amour est plus fort que la haine, que la vérité finit toujours par éclater, et que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix. Ils touchèrent leurs verres. Rosa sourit à travers ses larmes. Lily agita doucement son verre, observant les bulles. Thomas posa la main sur la pierre tombale. « Je t'aime, maman. Je t'aimerai toujours. » Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Une brise douce fit bouger les arbres. Et pendant un instant, tout sembla parfait. Cette nuit-là, de retour au manoir, Daniel s'assit seul dans le bureau. Il ouvrit le dernier journal d'Elena, celui qu'elle avait écrit dans les dernières semaines de sa vie. La dernière entrée datait de 3 jours avant sa mort. « J'ai peur. Pas pour ma vie. Je pense que j'ai déjà accepté que je pourrais ne pas survivre. Mais j'ai peur pour mon bébé. Que va-t-il lui arriver? Est-ce que Daniel pourra l'élever seul? Est-ce que mon fils saura combien je l'aimais? Si je ne survis pas, je veux que Thomas sache certaines choses. Premièrement, tu étais désiré. Planifié. Aimé depuis le moment où j'ai su que tu existais. Deuxièmement, ton père est le meilleur homme que je connaisse. Fais-lui confiance. Troisièmement, peu importe ce qui se passe, lutte. Toujours lutte. N'abandonne jamais, parce que je ne t'ai jamais abandonné. Et pour toi, mon amour, mon Daniel, ne te blâme pas. Peu importe ce qui arrive, ce n'est pas de ta faute. Prends soin de notre fils. Enseigne-lui à être bon, honnête, courageux. Raconte-lui des histoires sur moi pour qu'il ne m'oublie pas. Et quand tu seras prêt, ouvre ton cœur à nouveau. Ne vis pas dans le passé. Je veux que tu sois heureux. Avec tout mon amour, pour toujours. Elena. Daniel ferma le journal. Son visage était humide, mais il souriait. « J'ai tenu la promesse, » dit-il à la pièce vide, à la mémoire qui vivait encore ici. Notre fils sait qu'il a été aimé. Il sait que tu as combattu. Et il grandit exactement comme tu le voulais. Courageux, bon, fort. Il regarda par la fenêtre. Là dehors, Thomas et Lily étaient dans le jardin, regardant les étoiles à travers le télescope. Rosa balayait les feuilles tombées, chantonnant doucement. Famille. Pas celle que Daniel avait imaginée,
mais celle que le destin lui avait donnée. Et elle était parfaite. Au final, cette histoire n'était pas seulement sur la vengeance ou la justice, bien que les deux soient arrivés. Elle était sur l'amour qui dure au-delà de la mort. Sur la vérité qui triomphe sur les mensonges. Sur une mère qui a protégé son fils même lorsque son propre corps échouait. Sur un père qui a refusé d'accepter l'injustice. Sur des personnes improbables devenues famille. Et surtout, elle était sur le choix de se battre quand il serait plus facile d'abandonner. De choisir l'espoir quand le désespoir semble logique. De choisir la vie quand la mort tente de gagner. Parce qu'au final, comme Elena l'avait écrit dans ce journal il y a tant d'années, tu as toujours le choix de te battre. Et ça vaut la peine de se battre quand on se bat par amour. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans les tragédies les plus profondes, la lumière peut surgir. Même quand tout semble perdu, l'espoir peut prévaloir. Et même lorsque la justice tarde, elle finit par arriver pour ceux qui ne cessent jamais de chercher la vérité. Le manoir Clark n'était plus silencieux. Il était plein de vie, d'amour et de seconde chance. Exactement comme il se devait.